Il y a certainement des aspects historiques qu'il faut bien préciser. Premièrement, le Rwanda n'était pas un pays sous colonisation belge. On fait souvent une confusion entre colonisation et tutorat. Depuis 1924, la Société des Nations avait signé une convention de tutelle avec le Royaume de Belgique pour gouverner le Rwanda. Et cette convention de tutelle a été révisée, amendée, en 1946, après la création de l'Organisation des Nations Unies. Il prévoyait quoi, de façon générale? Il prévoyait que la Belgique devait administrer le Rwanda dans le sens de lui donner, de préparer un chemin, un processus pour parvenir à l'indépendance totale, à l'autonomisation, au respect des droits de l'homme. Et la disposition ajoutait que tout cela devait se faire sans distinction de race, d'ethnie, de religion ou de toute autre ségrégation basée sur un groupe donné. Deuxièmement, la Belgique n'a pas du tout respecté cet accord parce que la Belgique a administré le Rwanda sous un régime de division du peuple des Rwandais en tant que tel. D'abord, la Belgique a introduit un système de réforme, commencé d'ailleurs en 1917. En 1917, la Belgique a sorti une ordonnance sur les travaux des champs, les travaux de culture des cafés, les travaux de creuser des routes. Et dans ces travaux-là, on a introduit des sanctions. Et la sanction la plus pénible est connue en Kinyarwanda sous le nom Ikiboko, le fouet en français. Ce qui fait qu'une personne qui ne parvenait pas à réaliser le travail qui avait été fixé dans cet arrêté devait subir des sanctions lourdes, de subir un fouet de 25 coups de matraque, si vous voulez. Et en introduisant ces sanctions sévères, c'était une façon de réprimer le peuple rwandais qui n'était pas du tout inclus dans cet accord de tutelle. Mais plus grave encore, c'est que la Belgique a introduit des réformes au sein de la population rwandaise dans lesquelles la Belgique a créé des groupes identitaires ethniques qui n'existaient pas. Les Rwandais se considéraient comme appartenant à des clans, les clans dans lesquels on trouvait les Hutus, les Tutsis et les Twa. Les clans, c'était les Abasinga, Abaha, Abazigaba, Abagesera et autres. Et au lieu de continuer à considérer les clans, la Belgique a arbitrairement créé des ethnies. Une ethnie veut dire un groupe qui n'a pas de ressemblance avec un autre. Et donc la Belgique a considéré que les Hutus, les Twa et les Tutsis étaient des ethnies différentes, ce qui n'était pas du tout vrai. C'était des catégories sociales, socio-économiques, pas des ethnies différentes. Et donc à travers l'ethnicisation des rapports sociaux, l'ethnisation des groupes identitaires rwandais, la Belgique a créé un problème de division du peuple rwandais qui n'existait pas. Dans ces réformes introduites par le vice-gouverneur Charles Voisin et Georges Mitterrand, particulièrement entre 1926 et 1932, sur ces critères totalement arbitraires, la Belgique a introduit des cartes d'identité avec une mention ethnique, où ils ont considéré qu'une personne qui avait plus de 10 vaches était caractérisée comme Tutsi, et s'il mesurait aussi 1,81 cm, il était Tutsi. Celui qui a mesuré moins était Hutu, et qui possédait moins de 10 vaches était Hutu, etc. Donc vous voyez, ces critères arbitraires ont contribué à casser l'union qui existait dans des familles, à tel point qu'il y a des familles où on a trouvé des enfants catégorisés comme Hutu et d'autres catégorisés comme Tutsi sur base de ces critères fondamentalement faux. Et donc, ce critère de division du peuple rwandais, la Belgique doit en assumer l'entière responsabilité. Et deuxième élément, c'est que lorsque un groupe de Rwandais, particulièrement regroupé au sein du parti UNAR, Union nationale du Rwanda, au début des années 50, au milieu des années 50, vers 58-57, a commencé à revendiquer l'indépendance, comme cela figurait dans l'accord de tutelle, la Belgique a changé de cap. La Belgique a soutenu la création d'un groupe extrémiste, le Parmi Hutu, qui était un groupe composé d'anciens grands séminaristes et dirigé par le président Kayibanda, qui était lui-même extrémiste. Donc ce parti raciste, la Belgique a fait comprendre qu'elle doit combattre l'UNAR et la Belgique va l'aider à accéder au pouvoir.
Parce que le Parti Hutu, lui, ne réclamait pas l'indépendance immédiate, comme le faisait l'UNAR. Et la Belgique a alors construit une idéologie selon laquelle l'UNAR est l'ennemi de la Belgique et que le Parti Hutu est l'ami de la Belgique. Et sur cette base-là, d'ethnicisation maintenant des partis politiques, vous avez bien compris qu'au début, ce sont les rapports sociaux qui sont ethnicisés. Et deuxième élément, c'est les partis politiques maintenant qui sont ethnicisés. Et en soutenant un parti politique raciste, le Parti Hutu, qui n'incluait que les Hutus. Parce que même à travers son nom, vous comprenez que quelqu'un qui n'était pas considéré comme Hutu ne pouvait pas entrer au Parti Hutu. Et du coup, en 1959, la Belgique envoie un officier militaire, le colonel Guy Rogiste, avec des moyens conséquents, avec des soldats belges et congolais. Il vient avec son adjoint qui s'appelle le major Louis Marlière, avec mission spéciale, un statut de résident militaire spécial, avec mission de changer le pouvoir au Rwanda, chasser le roi, et puis mettre au pouvoir le Parti Hutu. Et c'est ce qu'il a fait. Et malheureusement, pour pouvoir faire ce changement, de mettre le Parti Hutu au pouvoir, ils ont dû fomenter l'empoisonnement du roi Rudahigwa, qui est mort le 25 juillet 1959, créer un vide de pouvoir, et ils en ont profité pour débuter des massacres de Tutsis, éliminer les Tutsis qui étaient dans l'emploi, dans la fonction publique, dans le secteur privé, et ils ont élaboré une constitution pour le Parti Hutu exclusivement ethniciste. Ils ont vidé les régions de Tutsis, notamment des régions de Gikongoro, de Ruhengeri, pour les placer dans les zones de Bugesera et Rukumberi. Et donc, le transfert forcé des populations Tutsis constitue aussi un crime contre l'humanité selon le droit international. Donc voilà, là je résume un peu la période avant l'indépendance pour vous montrer le rôle de la Belgique dans la division du peuple rwandais, l'introduction de l'ethnisme dans les rapports sociaux et dans la vie politique du Rwanda. Et pour en conclure sur ce point, le fait d'avoir mis au pouvoir un parti politique exclusivement ethniste, exclusivement raciste, c'est quand même le plus gros danger politique que la Belgique a effectué dans la vie politique rwandaise. Oui, monsieur le ministre, en entendant le récit que vous venez de brosser, on entend que la Belgique a joué un rôle très important dans la division des Rwandais. Est-ce que pensez-vous que la politique actuelle est toujours influencée par cet héritage? Bien évidemment, c'est-à-dire, il y a un point que je n'ai pas souligné, mais qui est celui-ci. Un certain nombre de partis politiques belges, particulièrement internationaux, démocrates et chrétiennes, qui sont des partis fondamentalement flamands, ont conçu des liens très forts avec le Parti Hutu et avec le MRND après le début de la Deuxième République de Juvenal Habyarimana. Donc, c'est un lien très profond, historique, entre les partis politiques belges flamands, sont anti-Tutsis, et ont continué à favoriser cette division ethnique, même après la défaite, après le coup d'État de Juvenal Habyarimana, quand il a inversé Kayibanda. Et alors, en 1990, lorsque le Front patriotique rwandais a commencé la guerre de libération du Rwanda, qui est aussi une guerre, il faut le souligner, est aussi du fait que le pouvoir rwandais avait refusé toute démocratisation du pays. Le pouvoir rwandais sous Juvenal Habyarimana avait mis en place une constitution discriminatoire qui empêchait le retour des réfugiés rwandais qui étaient exilés dans les pays étrangers. Depuis 1959, 63, 73, on n'a pas eu le temps de détailler les différents pogroms dans lesquels les Tutsis sont massacrés. Et le régime rwandais a instauré une loi depuis 1966 qui interdisait aux réfugiés rwandais tout retour au pays. Et quand Habyarimana arrive au pouvoir, en 1973, il fortifie cette loi. Ce qui fait que les services de sécurité rwandais passaient le temps en train de contrôler les réfugiés qui rentraient et de les expulser. En 1982, il s'est passé quelque chose de très grave que la Belgique connaissait parce que la Belgique était le plus grand partenaire du Rwanda. En 1982, au mois de novembre, le régime ougandais de Milton Obote a chassé les réfugiés rwandais d'Ouganda. Ils sont arrivés au Rwanda et au lieu de les recevoir comme des citoyens rwandais qui rentraient, le gouvernement rwandais a fait un tri. Sur plus de 200 000 réfugiés rwandais chassés d'Ouganda, le Rwanda n'en a gardé que 40 000.
Et du coup, ces Rwandais, ils ont été repoussés, refoulés vers l'Ouganda. Et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucune issue possible pour revenir au Rwanda, sinon que par la force. C'est à travers cette conscientisation que le Front patriotique rwandais est né. Et lorsque le Front patriotique rwandais commence la guerre de libération en octobre 90, la Belgique, comme la France et le Zaïre, ont envoyé des troupes pour soutenir le président Habyarimana. Et au bout de quelques temps, heureusement, à cette époque, la Belgique a compris qu'elle avait commis une erreur. Et elle a retiré le contingent belge. La France est restée. On doit quand même là lui dire que la Belgique a bien fait. Elle a fait une bonne lecture de la situation. Mais malheureusement, les négociations entre le régime rwandais et le Front patriotique rwandais ont duré 2 ans. 2 ans et plus, de 91 à 93. Et le 4 août 93, il y a un accord de paix qui a été signé à Arusha qui désignait comment le partage du pouvoir allait être opéré. Et l'accord d'Arusha désignait aussi qu'il devait y avoir une force internationale de maintien de la paix pour superviser la mise en application de l'accord de paix d'Arusha. Et là, la Belgique a envoyé 16 soldats, environ 500 militaires, pour la supervision de l'accord. Et pendant cette période-là, la Belgique était témoin, était au courant de tous les préparatifs du génocide. Quand on lit un rapport qui a été fait par le Sénat belge en 1997, donc 3 ans après le génocide, le rapport détaille une série d'informations fondamentales et essentielles dont la Belgique disposait, qui montraient que le génocide était en train d'être préparé. Et malheureusement, lorsque les 10 casques bleus belges sont assassinés le 7 avril 1994, la Belgique a fait pression aux Nations Unies pour le retrait de toute l'armée noire. Et elle a commencé par retirer ses propres forces. Ils ont abandonné plus de 2000 Tutsis réfugiés à l'école technique officielle de Kicukiro qui ont été massacrés peu après par l'armée rwandaise et les miliciens. Donc cet état de fait d'abandonner les victimes civiles, femmes, enfants, vieillards, malades, placés sous votre protection, la Belgique a reconnu sa responsabilité. Et elle a demandé pardon, elle s'est excusée précisément le 7 avril 2000. Lors des commémorations du génocide à Kigali, le Premier ministre Guy Verhofstadt à l'époque est venu présenter ses excuses au nom de la Belgique. Donc le gouvernement rwandais espérait que il y avait à cette époque-là un climat d'attente et que c'était le début d'un long processus de collaboration et d'acceptation de l'histoire. Mais avec les différents conflits successifs dans les deux républiques démocratiques du Congo, où sont basées les forces génocidaires qui attaquent le Rwanda, qui ont encore des visées génocidaires de venir, non seulement renverser le pouvoir au Rwanda, mais aussi poursuivre le génocide et exterminer les autres composantes de la population qui n'ont pas pu être tuées en 1994. La Belgique, comme beaucoup d'autres États, sont au courant de ce fait-là. Mais on remarque que les différentes résolutions qui ont été prises, tant au niveau des Nations Unies, tant au niveau de l'Union européenne, la Belgique est l'un des États les plus actifs pour ne pas appliquer ces résolutions, de mettre les FDR hors d'état de nuire, et que la Belgique s'engage plutôt à créer un climat d'hostilité à l'égard du Rwanda, sans considérer que le Rwanda a aussi le droit de légitime défense. Le Rwanda a le droit de sauvegarder son intégrité et la paix et sa sécurité. Et que cette menace extérieure doit être considérée comme un élément extrêmement dangereux. Et le fait que donc la Belgique ne tienne pas compte de cet élément, et que même sur le sol belge, on trouve tout un réseau de négationnistes, tout un réseau d'idéologues hostiles au pouvoir au Rwanda, de négation du génocide de Tutsis, qui bénéficient des fonds publics qui fonctionnent sur base de l'argent, des montants octroyés par des collectivités publiques et belges. Ça, c'est inacceptable. Parce que ça signifie que vous ne pouvez pas en même temps condamner un génocide et de l'autre côté financer des groupes négationnistes falsifiant l'histoire de ce génocide internationalement reconnu. Ok, je comprends, monsieur le ministre. Depuis l'avènement du gouvernement d'unité nationale, en 1994, nous avons vu que le Rwanda prône toujours une politique de respect mutuel entre pays, entre le Rwanda et dans ses relations avec les autres pays. Pensez-vous que, croyez-vous
que la Belgique, ou je reformule ma question, pourquoi la Belgique peine-t-il à traiter le Rwanda d'égal à égal? Vous savez, la France a aussi fait cela pendant un certain nombre d'années. Tout dépend des dirigeants politiques qui sont au pouvoir à ce moment-là. Si on prend le cas de la France, qui a soutenu militairement, diplomatiquement, politiquement, financièrement le régime du MRND du président Habyarimana jusqu'au génocide, les tenants du pouvoir sous le pouvoir de Mitterrand considéraient toujours qu'il n'avait pas eu tort. Il a fallu que le président Sarkozy arrive au pouvoir, gagne les élections, et puis plus tard le président Macron, pour se rendre compte que cette politique des tenants de la thèse de Mitterrand ne pouvait pas résister longtemps à la vérité historique et à la vérité des faits. Et voilà. Et la France a eu l'honneur de pouvoir reconnaître ses responsabilités et de reprendre ses relations normales, diplomatiques avec le Rwanda sur base de la vérité des faits. C'est ce qu'on souhaite de la Belgique aussi. J'aurais déjà dit qu'en 2000, on avait espéré que la Belgique avait compris et qu'elle allait suivre la voie de la vérité, la voie de l'objectivité, mais finalement, elle décale, elle recule. Donc, nous espérons qu'il va y avoir un examen de conscience de la part des autorités politiques belges pour se rendre compte que leur pays a des responsabilités graves dans l'histoire du Rwanda, lesquelles responsabilités ont porté depuis plus de 100 ans à une recrudescence de la violence au Rwanda, à des massacres répétitifs depuis 1959 jusqu'en 1994, et que cette idéologie qui a fait l'extermination de plus d'un million de Rwandais est toujours là, elle est toujours vivante, elle est toujours opérationnelle. Donc tout soutien à cette idéologie-là doit cesser. Et deuxièmement, la Belgique doit contribuer à ne pas diaboliser le Rwanda, mais plutôt doit contribuer à stabiliser la région, doit ne pas prendre parti, parce que si vous prenez parti, pourquoi ne prennent pas parti pour des réfugiés congolais qui sont ici? Il y a des réfugiés congolais, plus de 900 000 réfugiés congolais, qui sont dispersés à travers le monde, qui ont été chassés par les mêmes forces qui ont commis le génocide au Rwanda. Ces forces génocidaires collaborent avec le gouvernement congolais. On n'entend jamais la Belgique condamner le gouvernement congolais qui collabore avec des groupes FDLR génocidaires considérés par l'Organisation des Nations Unies comme une organisation terroriste. Mais par contre, c'est le Rwanda qui est attaqué pour sa survie. L'ingérence belge dans les affaires intérieures du Rwanda semble persister malgré les changements politiques au fil des décennies. À votre avis, s'agit-il d'une nostalgie post-coloniale ou d'une volonté délibérée de déstabiliser le Rwanda? Bon, c'est une question qui serait répondue par les vrais responsables. Mais nous vivons dans un constat. Nous vivons dans un constat qui constate que certains responsables politiques belges ne tirent pas la leçon de l'histoire grave et dramatique, tragique, que le pays a causé au Rwanda depuis de très longues décennies. Donc, il est temps de pouvoir tirer les leçons de cette gravité historique et en tirer des leçons d'intégrité, des leçons de responsabilisation pour pouvoir construire des relations bilatérales animées par le respect mutuel, animées par la réciprocité, parce que le Rwanda réclame la réciprocité du respect des relations et du respect de la coopération, de la collaboration mutuelle. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que j'ai vu la réaction du ministre des Affaires étrangères belge en disant qu'il regrette, mais il doit d'abord regretter l'activisme qu'il fait contre le Rwanda dans les instances européennes, les instances internationales. Parce que c'est un activisme d'abord mensonger, qui n'est pas basé sur la vérité, et puis c'est un activisme qui soutient le négationnisme et l'idéologie du génocide, et ça c'est l'acte le plus grave. Oui, monsieur le ministre, est-ce que actuellement, qu'est-ce que le Rwanda attend de la Belgique? Si les relations diplomatiques doivent être rétablies, qu'est-ce que le Rwanda attend de la Belgique? Que doit faire la Belgique? Mais un seul mot, le respect. Il faut le respect mutuel. Il faut que la Belgique comprenne que le Rwanda est un pays mûr. C'est un pays adulte.
Nous ne sommes plus à 1959, à 1960. Nous sommes un pays adulte, responsable, maître de notre destin, tout comme le Rwanda ne s'ingère pas dans les affaires internes, intérieures de la Belgique. Il doit y avoir réciprocité de la part de la Belgique. La Belgique n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes rwandaises. Il faut qu'il y ait le respect mutuel.